ma fille cadette a gagné 33 millions de dollars à la loterie et m'a expulsé de chez moi. 30 minutes plus tard. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et partagez dans les commentaires ce que vous ressentez en la lisant. Vos émotions sont le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires qui changeront votre journée. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 66 ans, et toute ma vie j'ai cru que l'amour d'un père ne connaissait pas de limites. Je vivais dans une petite maison à 2 étages dans le 19e arrondissement de Paris, la même maison où ma femme Martine avait donné naissance à nos 3 filles avant de nous quitter trop tôt, un cancer du sein à seulement 46 ans, quand Léa, notre Benjamin, n'avait que 16 ans. Depuis ce moment, ma vie était devenue un service complet dédié à mes filles. Me lever à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner, repasser les uniformes scolaires, accompagner Léa au lycée avec ma vieille Renault Clio bleue qui grinçait à chaque virage. Les sœurs aînées, Sophie et Camille, s'étaient déjà mariées et avaient déménagé dans d'autres villes, mais Léa était restée avec moi, et je m'étais convaincu que c'était par affection, pour ne pas laisser seul un homme qui vieillissait dans cette maison trop grande. Je me souviens encore de l'odeur du café que je préparais chaque matin dans ma vieille cafetière italienne, le bruit de ses talons sur le parquet quand elle descendait l'escalier, toujours pressée, toujours avec quelques nouveaux projets en tête. Léa était brillante, elle l'avait toujours été. Après son baccalauréat scientifique, elle s'était inscrite à HEC Paris pour étudier le commerce international, et j'avais vendu ma Clio pour payer sa première année. Peu m'importait de prendre le métro à travers Paris, d'attendre le bus sous la pluie, voir ma fille réaliser ses rêves valait tous les sacrifices. « Papa, tu es sûr? Tu as besoin de la voiture, m'avait-elle dit ce jour-là, les yeux humides alors que je signais les papiers de vente. Une voiture, ça se rachète, ma chérie. Une éducation, c'est pour la vie. Elle avait terminé ses études avec mention très bien, s'était spécialisée, avait trouvé du travail dans une banque d'investissement dans le quartier de la Défense. Entre-temps, elle s'était mariée avec Antoine, un gentil garçon parisien qui travaillait dans une société de conseil, et ensemble ils avaient eu 2 enfants, Lucas de 9 ans et Chloé de 6 ans. Quand les petits étaient nés, Léa était revenue vivre dans notre maison familiale avec Antoine. C'est plus pratique, papa. Et puis c'est bien pour les enfants d'avoir grand-papa près d'eux. J'étais heureux. La maison avait retrouvé la vie, elle résonnait de rires, de pleurs, de cette merveilleuse confusion que seuls les enfants savent créer. Lucas m'appelait « Papy Pierre » et chaque soir, après le dîner, je montais péniblement les escaliers pour lui lire une histoire avant qu'il s'endorme. Chloé préférait que je lui chante les vieilles chansons françaises que j'avais apprises de mon père, et son sourire édenté quand j'arrivais au refrain de « La vie en rose » remplissait mon cœur d'une joie que je croyais avoir perdue à jamais. Les premières années furent magnifiques. Je cuisinais pour tout le monde, mon coq au vin du dimanche était devenu légendaire dans le quartier, je faisais le ménage, je repassais, j'accompagnais les enfants à l'école quand Antoine et Léa étaient occupés. Ça ne me pesait pas, au contraire. Avoir un but, être utile, me sentir encore nécessaire était tout ce que je désirais. Le matin, je me levais à 6 heures pour préparer le café, j'allumais le chauffage en hiver, j'ouvrais les fenêtres pour faire entrer l'air frais du matin. L'odeur du pain grillé se mélangeait à celle du café, et quand j'entendais les premiers bruits de l'étage, je savais que ma journée avait un sens. Mais les choses commencèrent à changer graduellement, de manière si subtile qu'au début je ne m'en rendis même pas compte. Léa se mit à rentrer de plus en plus tard à la maison, Antoine s'enfermait dans son bureau après le dîner pour du travail urgent, et je me retrouvais de plus en plus souvent seul avec les enfants. Non pas que cela me déplaise, bien entendu. Lucas et Chloé étaient la lumière de mes yeux, et passer du temps avec eux était un cadeau. Mais je remarquais une distance croissante dans les manières de Léa, une certaine irritation quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, des réponses de plus en plus courtes et expéditives. « Papa, tu peux baisser la télévision? Antoine a une téléconférence importante. Papa, les enfants ont fait trop de bruit. Essaie de les tenir plus tranquilles quand on rentre. Papa, ce déjeuner est trop lourd. Lucas a des problèmes d'estomac. » Chaque petite critique était comme une épine qui se plantait dans le cœur. J'avais élevé 3 filles seules après la mort de Martine, j'avais travaillé pendant 32 ans comme électricien pour les faire étudier,
j'avais renoncé à toute vie sociale pour être toujours disponible. Et maintenant je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. Le moment qui allait tout changer arriva un vendredi soir de mars. Léa était entrée dans la cuisine avec un ticket à la main, les yeux brillants d'une excitation que je n'avais pas vue depuis des années. « Papa, il faut que tu vois ça. » C'était un ticket de l'euro-million. Les numéros étaient entourés au stylo rouge, 5, 18, 29, 37, 49 et les étoiles 4 et 9. J'ai gagné, papa. J'ai vraiment gagné. Sa voix tremblait. Antoine était derrière elle, au téléphone avec quelqu'un, et il ne cessait de répéter des chiffres que je n'arrivais pas à comprendre. Combien parvins-je à chuchoter? 33 millions de dollars, papa. 33 millions. Le monde tourna autour de moi. Je m'assis lourdement sur la chaise en bois où j'avais pris des milliers de repas, où j'avais aidé mes filles avec leurs devoirs, où j'avais pleuré en silence quand Martine n'était plus là. 33 millions de dollars. Un chiffre que mon esprit avait du mal à concevoir. C'est le jackpot principal, continua Léa, et dans sa voix il y avait une excitation fébrile que je ne lui avais jamais entendue. J'ai acheté le ticket la semaine dernière, avant le voyage d'affaires à Lyon. Je n'arrivais pas à y croire quand j'ai vérifié les numéros. Antoine termina son appel et s'approcha de nous avec un sourire qui lui fendait le visage en deux. « Pierre, votre fille est devenue millionnaire. Nous venons de parler avec la Française des Jeux, nous devons aller dans leur bureau lundi matin pour commencer les procédures. » Je me souviens d'avoir souri, d'avoir embrassé Léa, d'avoir dit combien j'étais heureux pour elle. Mais en moi il y avait une sensation étrange, comme un vide dans l'estomac que je n'arrivais pas à expliquer. C'était peut-être l'instinct, la sagesse qui vient avec l'âge, qui me disait que quelque chose allait changer, et pas forcément en mieux. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je restai assis au bord du lit, regardant la photo de Martine sur la table de nuit, celle où elle souriait avec Léa nouveau-né dans les bras. « Que ferais-tu, mon amour » chuchotai-je au cadre. « Comment gérerais-tu une chose pareille » Mais Martine ne pouvait pas me répondre, et je restai éveillé jusqu'à l'aube, écoutant les bruits de la maison qui se réveillait, le café qui gargouillait dans la cafetière, les pas d'Antoine qui descendaient l'escalier. Le week-end passa comme dans un rêve éveillé. Léa était constamment au téléphone, parlait avec des banques, des conseillers financiers, des agents immobiliers. Antoine avait imprimé des dizaines de feuilles avec des calculs, des investissements, des plans pour l'avenir. Les enfants couraient dans la maison tout excités, sans bien comprendre ce qui se passait, mais percevant l'électricité dans l'air. « Papy Pierre, maman dit qu'on va devenir riche », m'avait dit Lucas samedi matin, pendant que je lui préparais son petit déjeuner. « L'argent n'est pas tout, mon petit », lui avais-je répondu en étalant du Nutella sur sa tartine. Les choses les plus importantes ne s'achètent pas. Mais mes paroles sonnaient creux même à mes propres oreilles. Qui étais-je pour parler d'argent à quelqu'un qui venait d'en gagner 33 millions? Lundi matin, Léa et Antoine partirent tôt pour les bureaux de la Française des Jeux. Je restai à la maison avec les enfants, je les accompagnai à l'école comme toujours, puis je revins dans cette maison qui me semblait soudain différente, comme si même les murs avaient perçu que quelque chose avait changé à jamais. Quand Léa et Antoine revinrent, il était 3 heures de l'après-midi. Ils avaient un air étrangement sérieux, presque inquiet. Ils s'assirent à la table de la cuisine et Antoine ouvrit une pochette pleine de documents. « Il y a un problème, Pierre, » dit Antoine, sans même me regarder dans les yeux. « Quel genre de problème » Léa s'éclaircit la gorge. « Papa, quand j'ai acheté le ticket, j'ai utilisé ma carte de crédit, mais il semble qu'il y ait eu une complication avec l'enregistrement. » « Qu'est-ce que ça veut dire » Antoine prit le contrôle de la conversation. Le système a enregistré l'achat, mais pour une raison quelconque, il a aussi associé le ticket à votre numéro fiscal. Probablement parce que Léa vit encore ici et que ceci est considéré comme son adresse de résidence principale. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. Léa semblait de plus en plus nerveuse. La question, c'est que selon la réglementation française sur les gros gains, quand un prix dépasse un certain seuil et qu'il y a plusieurs détenteurs fiscaux impliqués, il faut que tous signent pour la libération de l'argent. Mon cœur se mit à battre plus vite. Tu veux dire que je dois signer aussi?
Exactement, dit Antoine. Et pas seulement. Puisque techniquement le ticket a été acheté depuis une adresse où vous vivez en tant que propriétaire de l'immeuble, selon la loi française vous êtes considéré comme codétenteur du gain. Léa explosa. C'est absurde. J'ai acheté le ticket, j'ai choisi les numéros, j'ai gagné. Je sais, ma chérie, dit Antoine, mais la bureaucratie française est compliquée. Notre avocat dit qu'on pourrait faire appel, mais ça prendrait des mois, peut-être des années. Le moyen le plus simple, c'est que ton père renonce à sa part et tout se règle en une semaine. Ils me regardaient tous les deux. Dans leurs yeux il y avait une attente si évidente que ça me fit presque rire. Bien sûr que j'allais signer. C'était ma fille, c'était son argent, son gain. Mais quelque chose dans leur façon de me l'expliquer, comme si j'étais stupide, comme si je ne comprenais pas, m'agaça. Combien représente ma part, demandai-je. Antoine consulta les documents. Selon les calculs du notaire, 50%. 16 500 000 $. Je restai silencieux quelques minutes. Ils n'arrêtaient pas de me regarder, comme s'ils attendaient que je dise quelque chose d'évident. Naturellement je vais signer, dis-je finalement. Je ne veux pas un centime. C'est ton argent, Léa. Le soulagement sur leur visage fut si évident que je me sentis presque insulté. Comme s'ils avaient vraiment pensé que je pourrais garder cet argent. Merci, papa, dit Léa en me donnant un baiser sur la joue. Je savais que tu comprendrais. Ce soir-là, pendant que je dînais seul parce qu'ils étaient sortis, fêter avec quelques amis, je repensais à cette phrase. Je savais que tu comprendrais. Comme si je n'avais pas eu le choix. Comme si ma générosité était acquise, due, presque obligatoire. Les jours suivants furent étranges. Léa et Antoine étaient souvent absents, visitaient des appartements, rencontraient des conseillers financiers, planifiaient des investissements. Quand ils étaient à la maison, ils parlaient à voix basse, s'interrompant quand j'entrais dans la pièce. Les enfants étaient nerveux, percevaient la tension même s'ils ne la comprenaient pas complètement. « Papy Pierre, pourquoi maman et papa sont toujours en colère ?» me demanda Chloé un soir, pendant que je lui mettais son pyjama. « Ils ne sont pas en colère, ma petite. Ils sont juste, préoccupés par des affaires de grands. On peut aller au parc demain? » « Bien sûr, ma chérie. On ira au parc des Buttes-Chaumont et je t'achèterai la glace à la fraise que tu aimes tant. » Mais le lendemain, quand je demandai à Léa si je pouvais emmener les enfants au parc, elle secoua la tête. « Pas aujourd'hui, papa. Nous avons un rendez-vous important et nous devons emmener les enfants avec nous. » « Quel genre de rendez-vous? » « Nos affaires, dit-elle, et le ton était si sec que je n'osais pas insister. Ce soir-là, pendant qu'ils étaient encore sortis, je reçus un appel de Sophie, ma fille aînée. « Papa, j'ai parlé avec Léa. Elle m'a dit pour le gain. » C'est incroyable. Oui, elle a eu beaucoup de chance. Elle m'a dit aussi qu'il y avait des complications bureaucratiques et que tu as dû signer des documents. Rien d'important, Sophie. Tout était en ordre. Papa, puis-je te demander quelque chose? Tu as lu ce que tu as signé. La question me prit par surprise. Bien sûr que j'ai lu. C'était une renonciation à ma part du gain. Et tu t'es gardé une copie? Non, je n'ai pas pensé à en demander une. Pourquoi? Sophie resta silencieuse un moment. Pour rien, papa. Je suis contente que tout se soit arrangé. Mais après avoir raccroché, ces mots continuaient de résonner dans ma tête. Pourquoi aurais-je dû me soucier de garder une copie? C'était juste une formalité, un document qui disait que je renonçais à de l'argent qui n'avait jamais été le mien. Le vendredi suivant, tout changea encore. Léa et Antoine rentrèrent vers l'heure du déjeuner avec un air différent. Il y avait quelque chose de définitif dans leur façon de bouger, comme s'ils avaient pris une décision importante. « Papa, il faut qu'on te parle, » dit Léa en s'asseyant à la table de la cuisine. Je m'assis aussi, avec cette sensation d'appréhension qui était maintenant devenue familière. Nous avons pris une décision, commença Antoine. Avec tout cet argent, nous voulons commencer une nouvelle vie.
Nous avons acheté une magnifique villa à Neuilly-sur-Seine, avec un grand jardin pour les enfants et tout le confort moderne. C'est merveilleux, dis-je, même si je ne comprenais pas pourquoi il me le disait avec cet air si sérieux. Le fait est, continua Léa, que nous avons besoin d'intimité, d'espace, de recommencer à zéro, en famille. Mon cœur se mit à battre plus vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, tu as été merveilleux toutes ces années. Tu nous as aidés de toutes les façons possibles, et je te serai toujours reconnaissante. Mais maintenant les choses sont différentes. Nous avons les moyens d'être indépendants, d'engager une gouvernante pour les enfants, d'avoir notre vie sans dépendre de personne. Tu es en train de dire que vous voulez que je parte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa regardait ses mains, Antoine fixait un poing sur le mur derrière moi. Je ne dirai pas les choses si brutalement, dit finalement Antoine. C'est juste que, cette maison est petite pour nous tous, et avec l'argent qu'on a maintenant, on peut se permettre de vivre séparément mais en restant proches. On a déjà regardé quelques appartements sympathiques pour toi, toujours à Paris, évidemment. Des appartements que vous paieriez? Eh bien, oui. Ce n'est plus un problème, maintenant. Je me levai de table. Mes jambes tremblaient. Et les enfants? Tu les verras quand tu voudras, dit Léa, mais sans me regarder dans les yeux. Peut-être les week-ends, ou pendant les vacances, ajouta Antoine. Je compris tout à ce moment-là. Je n'étais plus le grand-père qui vivait avec ses petits-enfants, le père qui aidait la famille. J'étais devenu le parent pauvre qu'on tolérait par politesse et qu'on pouvait maintenant, enfin, caser ailleurs. Quand, demandai-je. Quoi? Quand voulez-vous que je parte? Léa me regarda enfin. Dans ses yeux il y avait une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. Nous avons pensé, d'ici la fin de la semaine. Pour nous donner le temps de nous installer dans la nouvelle maison et... D'ici la fin de la semaine, répétai-je. Papa, essaie de comprendre. Ce n'est rien de personnel. C'est juste que maintenant nous avons la possibilité d'avoir notre indépendance, et... 34 ans. Quoi? Il y a 34 ans, ta mère est morte dans cette maison, dans notre lit, et tu avais 16 ans. Depuis ce jour, j'ai consacré chaque moment de ma vie à toi et à tes sœurs. J'ai vendu la voiture pour payer tes études. J'ai renoncé à refaire ma vie pour ne pas te laisser seul. J'ai élevé tes enfants comme s'ils étaient les miens. Et maintenant que tu as de l'argent, tu n'as plus besoin du vieux papa qui te dérange. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Je me dirigeai vers les escaliers. Je vais faire mes valises. Mais je n'attendrai pas la fin de la semaine. Je pars aujourd'hui. Papa, ne fais pas le dramatique. On peut en parler. Non, Léa. On ne peut pas en parler. Tu as déjà tout décidé. Je montai les escaliers en entendant leur voix qui discutait à voix basse dans la cuisine. Dans ma chambre, devant l'armoire où j'avais rangé pendant des années les vêtements de Martine à côté des miens, je commençai à faire mes valises. Je n'avais pas beaucoup d'affaires. Une vie entière réduite à 2 sacs et une valise. Pendant que je pliais les chemises, j'entendis frapper à la porte. C'était Lucas. Papy Pierre, maman dit que tu pars. Je m'agenouillai pour me mettre à sa hauteur. Ses yeux étaient humides. Oui, mon petit. Je vais habiter dans une autre maison. Pourquoi? Comment expliquer à un enfant de 9 ans que sa mère a jeté grand-papa dehors? Comment lui dire que l'argent change les gens, même ceux qu'on aime le plus? Parce que parfois les grands prennent des décisions difficiles à comprendre. Je te verrai encore? Bien sûr que tu me verras. Même si je savais que ce n'était pas vrai. Je savais que les visites s'espaceraient, qu'il y aurait toujours des excuses, des engagements, des voyages. Je savais que dans quelques mois je deviendrais un souvenir flou dans leur nouvelle vie dorée. Il me serra fort, avec cette force désespérée des enfants qui savent que quelque chose se termine. Quand j'eus fini de faire mes valises, je descendis dans la cuisine. Léa et Antoine étaient encore assis à la table, encore en train de discuter leurs plans. J'ai terminé, dis-je. Léa se leva.
Papa, tu n'es pas obligé de partir aujourd'hui. On peut mieux s'organiser, trouver le bon appartement. Non. Je pars maintenant. Et où vas-tu aller? Chez Sophie. Je l'ai déjà appelée. Ce n'était pas vrai. Je n'avais appelé personne. Mais je ne voulais pas qu'il se sente coupable. Ou peut-être que si. Peut-être que je voulais qu'ils se sentent coupables pour le reste de leur vie. Je chargeai les valises dans ma vieille Peugeot, celle que j'avais achetée d'occasion après avoir vendu la Clio. Antoine proposa de m'aider, mais je l'arrêtai d'un regard. Avant de partir, je rentrai une dernière fois dans la maison. Léa était dans le salon, assise sur le canapé où tant de fois je l'avais consolée quand elle était enfant, où je lui avais lu des contes, où je l'avais aidée avec ses devoirs de maths. « Papa, dit-elle, et dans sa voix il y avait quelque chose qui ressemblait à des remords. Oui. Je t'aime. Moi aussi je t'aime, Léa. C'est pour ça que je pars. Je sortis de la maison sans me retourner. Dans l'allée, Lucas et Chloé étaient à la fenêtre du premier étage, les visages collés à la vitre. Je leur fis un signe de la main, et ils me rendirent mon salut avec cette tristesse innocente des enfants qui ne comprennent pas pourquoi les grands se comportent de façon si compliquée. Je roulai dans Paris sans destination précise. C'était un vendredi après-midi d'avril, le soleil filtrait à travers les platanes des Champs-Élysées, les rues étaient pleines de touristes et de Parisiens qui sortaient du travail. Je m'arrêtai dans un café près du Panthéon et commandai un espresso. Le barman, un homme de mon âge avec une moustache grise, me regarda avec curiosité. « Une mauvaise journée ?» me demanda-t-il. « La pire de ma vie. »« Les femmes. »« Les enfants. » Il hocha la tête sagement, comme s'il comprenait parfaitement. « Les enfants c'est pire que les femmes. Les femmes au moins, quand elles vous quittent, elles sont honnêtes. Elles vous disent qu'elles ne vous aiment plus et c'est fini. Les enfants par contre vous font croire qu'ils vous aiment même quand ils vous poignardent dans le dos. » Je bus mon café en silence, regardant les touristes qui photographiaient le Panthéon, les couples qui se tenaient par la main, la vie normale de gens normaux qui n'avaient pas perdu leur famille à cause d'un ticket de loterie. Puis je pris mon téléphone et appelai Sophie. « Papa. Comment ça va? Sophie, est-ce que je peux venir chez toi pour quelques jours? Bien sûr, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Léa m'a jeté dehors. Le silence qui suivit me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Sophie n'était pas surprise. J'arrive te chercher tout de suite, dit-elle finalement. Où es-tu? Au café du Panthéon. Attends-moi là. J'arrive dans 20 minutes. Pendant que j'attendais Sophie, je repensais aux derniers mois, aux signes que j'avais ignorés, aux petites cruautés que j'avais excusées. Léa n'était pas devenue méchante du jour au lendemain. Elle avait toujours été comme ça, seulement j'avais refusé de le voir. J'avais été si occupé à être le père parfait que je n'avais pas remarqué que j'avais élevé une fille imparfaite. Sophie arriva ponctuellement comme toujours, avec sa Citroën verte et l'expression inquiète de quelqu'un qui a entendu une nouvelle qu'elle attendait mais espérait ne jamais entendre. « Papa, » dit-elle en me serrant fort dans ses bras. « Je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute. Je sais. Mais je suis désolé quand même. » Pendant le trajet vers sa maison à Versailles, Sophie me raconta un appel qu'elle avait reçu de Léa 3 jours plus tôt. Elle m'avait appelé pour me parler du gain, mais aussi pour tâter le terrain. Elle voulait savoir si selon moi tu accepterais de déménager. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je connaissais papa, et que papa ferait n'importe quoi pour le bonheur de ses enfants, même se faire du mal. Sophie avait raison. J'aurais fait n'importe quoi pour Léa, même me détruire. Et elle le savait. Chez Sophie, accueillie par la chaleur de sa famille, son mari Marc et leurs 2 enfants adolescents, je commençai lentement à reconstruire les morceaux de ma vie. Sophie me donna la chambre d'amis, Marc me fit sentir le bienvenu, les enfants m'appelaient grand-papa comme ils l'avaient toujours fait. C'était étrange d'être à nouveau dans une famille qui me voulait vraiment, après des mois de me sentir toléré dans ma propre maison. Le lundi matin, pendant que je prenais le petit déjeuner avec Sophie avant qu'elle parte au travail, je reçus un appel. C'était un numéro que je ne connaissais pas. « Allô, je parle à Monsieur Pierre Dubois.
Oui, c'est moi. Je suis maître Vincent Moreau du cabinet Moreau et Associés. Je vous appelle au sujet d'une affaire concernant le gain Euromillions de votre fille Léa. Mon cœur se mit à battre plus vite. Quel genre d'affaire? Je préfère ne pas en parler au téléphone. Pouvez-vous venir dans notre cabinet cet après-midi? Nous sommes rue de Rivoli, 85. De quoi s'agit-il? Monsieur Dubois, vous avez signé des documents vendredi dernier. Il est important qu'on se voie en personne pour en discuter. Je raccrochai avec une sensation étrange dans l'estomac. Sophie, qui avait entendu ma partie de la conversation, me regardait avec inquiétude. Qui était-ce? Un avocat. Il veut me voir pour les documents que j'ai signés pour Léa. Papa, tu te souviens de ce qu'il y avait écrit exactement dans ces documents? J'essayai de me rappeler. Ils avaient été si rapides, si sûrs en m'expliquant que c'était juste une formalité. Antoine avait déjà tout préparé, j'avais signé sans lire attentivement. C'était une renonciation à ma part du gain, dis-je, mais même en le disant je savais que quelque chose ne collait pas. L'après-midi, j'allai au cabinet de l'avocat. Maître Moreau était un homme d'environ 50 ans, avec des lunettes épaisses et un air sérieux qui ne présageait rien de bon. Monsieur Dubois, vous savez ce que vous avez signé vendredi dernier? Une renonciation au gain. Non, monsieur. Vous avez signé quelque chose de très différent. Il sortit un dossier et en retira quelques feuilles. Je les reconnus, c'étaient les documents que j'avais signés dans la cuisine de ma maison. Ceci est un document de cession complète des droits de gain. Mais pas une renonciation. Une cession. Je ne comprends pas la différence. La différence est fondamentale. Si vous aviez signé une renonciation, votre fille aurait automatiquement reçu la totalité du gain. Mais vous avez signé une cession, ce qui signifie que vous avez transféré vos droits à votre fille, mais en gardant certaines clauses de sauvegarde. Je me sentis confus. Quel genre de clause? Selon ce document, vous gardez le droit de révoquer la cession dans les 60 jours suivant la signature si certaines conditions se présentent. Quelles conditions? Si le cessionnaire, c'est-à-dire votre fille, commet des actes d'ingratitude graves envers le cédant, c'est-à-dire vous. Comme par exemple vous jetez dehors ou vous refusez l'accès aux petits-enfants. Le monde tourna autour de moi. Mais ça veut dire. Ça veut dire, monsieur Dubois, que si votre fille vous a jeté dehors, vous avez le droit légal de révoquer la cession et de récupérer votre moitié du gain. Mais je ne veux pas de son argent. Monsieur Dubois, dit l'avocat avec patience, l'argent n'est pas à elle. Il est à vous. Vous avez signé une cession conditionnelle, pas une renonciation. Votre fille a violé les conditions. Légalement, ces 16 500 000 $ vous appartiennent. Mais qui a rédigé ce document? Antoine m'a dit que c'était une simple renonciation. Maître Moreau sourit pour la première fois. Le document, c'est moi qui l'ai rédigé, monsieur Dubois. À la demande de votre fille Sophie. Sophie. Votre fille aînée m'a contacté la semaine dernière. Elle était inquiète de ce qui se passait et voulait protéger vos droits. Elle m'a demandé de préparer un document qui ressemble à une renonciation mais qui en réalité vous protège contre d'éventuels abus. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Sophie avait tout prévu. Elle avait compris que Léa me jetterait dehors et avait préparé un piège légal parfait. Que dois-je faire? Rien. Le document est déjà enregistré chez le notaire. La cession est automatiquement révoquée depuis le moment où votre fille vous a jeté dehors. Vos 16 500 000 $ sont en sécurité sur un compte bloqué que vous seul pouvez débloquer. Et Léa le sait? Elle le découvrira demain matin, quand elle ira à la banque pour retirer les premiers fonds et qu'on lui dira qu'elle ne peut accéder qu'à sa moitié. Je sortis du cabinet de l'avocat dans un état de choc total. J'avais 16 500 000 $. Moi, Pierre Dubois, électricien retraité qui jusqu'à une semaine plus tôt vivait avec une pension de 1 300 € par mois. Mais plus que l'argent, ce qui m'étonnait c'était Sophie. Ma fille aînée, celle qui vivait à Versailles et que je ne voyais que les week-ends, avait compris la situation mieux que moi et avait agi pour me protéger. Pendant que Léa planifiait de me jeter dehors,
Sophie planifiait de me sauver. Ce soir-là, au dîner avec Sophie et sa famille, je leur racontai la rencontre avec l'avocat. Sophie sourit, mais c'était un sourire triste. Je savais que ça finirait comme ça, dit-elle. Léa a toujours été égoïste, même enfant. Tu te souviens quand maman était malade? Camille et moi on se relayait pour rester avec elle à l'hôpital, mais Léa venait toujours avec une excuse. Elle était trop petite, elle devait étudier, elle ne supportait pas de voir maman comme ça. Tu l'excusais toujours, tu disais qu'elle était sensible, qu'elle était la plus jeune. Mais moi je savais qu'elle était juste égoïste. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce qu'elle t'aimait, papa. À sa façon, tordue, mais elle t'aimait. Et j'espérais qu'en grandissant elle changerait. Au lieu de ça, elle a empiré. Le téléphone sonna. C'était Léa. Papa, où es-tu? Tu dois rentrer à la maison immédiatement. Pourquoi? Il y a eu une erreur avec les documents. L'avocat de la banque dit qu'on ne peut pas accéder à l'argent sans ta signature. Comme c'est étrange, dis-je calmement. Et pourquoi devrais-je rentrer? Comment ça pourquoi? Tu es mon père. Tu dois m'aider. Léa, tu m'as jeté dehors il y a 3 jours. Tu m'as dit que tu avais besoin d'intimité et que tu ne voulais plus dépendre de personne. Mais c'est une urgence. Tu ne peux pas me laisser dans ce pétrin. Quel pétrin? L'argent est bloqué. On ne peut accéder à rien. Et on a déjà signé le contrat pour la villa. Si on ne peut pas payer la compte avant demain, on perd les arts de 50 000 €. Je compris qu'elle avait déjà dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas encore reçu. Typique de Léa. Toujours été impulsive, toujours été convaincue que tout lui était dû. Je suis désolé, mais ce n'est pas mon problème, dis-je. Comment ce n'est pas ton problème? Tu es mon père. Oui, je suis ton père. Le père que tu as jeté dehors parce qu'il avait besoin d'intimité. Papa, s'il te plaît. Ne fais pas ça. On peut en parler. Maintenant tu veux en parler? Quand tu as besoin d'argent tu veux en parler? D'accord, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de te jeter dehors. Reviens, je t'en prie. Non, Léa. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je m'excuse? Je m'excuse. Tu veux que je te supplie? Je te supplie. Je ne veux rien, Léa. Je veux juste vivre ma vie en paix. Mais l'argent. L'argent est à moi. Le silence qui suivit dura au moins 10 secondes. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que l'argent est à moi. Ma moitié, au moins. Et puisque tu m'as jeté dehors, selon le document que j'ai signé, j'ai le droit de le garder. Mais tu avais renoncé. Non, Léa. J'avais cédé mes droits à condition que tu ne me jettes pas dehors. Tu as violé les conditions. La cession est révoquée. Ce n'est pas possible. Antoine a tout vérifié. Il a dit que c'était une renonciation définitive. Antoine s'est trompé. Ou peut-être qu'il n'a pas lu attentivement. Léa se mit à pleurer. Papa, je t'en prie. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta fille. Oui, tu es ma fille. La fille qui il y a 3 jours m'a dit que j'étais devenu un fardeau. La fille qui m'a fait faire mes valises comme si j'étais un locataire en retard de loyer. Mais moi, je ne voulais pas dire ces choses. J'étais confuse, j'étais. Tu étais riche, Léa. Ou du moins tu croyais l'être. Je raccrochai. Sophie me regardait avec admiration. Je suis fier de toi, papa. Je ne sais pas si j'ai fait la bonne chose. Tu as fait la seule bonne chose. Le téléphone sonna encore. Cette fois c'était Antoine. Pierre, il faut qu'on se voie. Tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un malentendu. Un gros malentendu. Il me semble qu'il n'y a eu aucun malentendu. Il me semble que tout est très clair. Pierre, écoute. Léa était nerveuse, stressée par tout cet argent. Elle ne voulait pas vraiment te jeter dehors. C'était juste,
elle avait besoin de temps pour s'habituer à la nouvelle situation. Antoine, tu étais là quand elle m'a dit de faire mes valises. Tu as parlé d'appartements sympas que vous paieriez. Tu as dit que je verrais les enfants les week-ends. Mais c'était temporaire. Juste le temps qu'on s'installe dans la nouvelle maison. Temporaire combien de temps? Antoine ne put pas répondre. Tu sais quel est le problème, Antoine? Le problème c'est que vous avez tous les deux tenu pour acquis que j'étais stupide. Vous avez pensé que le vieux Pierre signerait n'importe quoi, accepterait n'importe quelle humiliation, pourvu qu'il ne perde pas sa famille. Et vous auriez eu raison, si Sophie n'était pas intervenue. Pierre, sois raisonnable. 16 millions de dollars. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as 66 ans, tu vis de ta retraite. Nous par contre on est jeunes, on a 2 enfants à élever, on peut investir cet argent, le faire fructifier. Antoine, tu es vraiment en train d'essayer de me convaincre de renoncer à mon argent en m'expliquant que vous en avez plus besoin que moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et tu sais quoi? C'est le même raisonnement que vous avez fait quand vous m'avez jeté dehors. Nous on est jeunes, on a besoin d'espace, le vieux peut aller ailleurs. Pierre, s'il te plaît. Non, Antoine. Il n'y a pas de « s'il te plaît ». Vous avez fait votre choix vendredi. Maintenant c'est moi qui fais le mien. Les jours suivants furent surréalistes. Léa m'appelait constamment, tantôt en pleurant, tantôt en suppliant, tantôt en menaçant de me dénoncer pour abus de faiblesse. Antoine avait fait intervenir un avocat, qui avait rapidement confirmé que le document était juridiquement inattaquable et que j'avais pleinement le droit de révoquer la cession. Sophie m'aida à ouvrir un compte dans une banque suisse et à y transférer mes 16 500 000 dollars. Pas pour les cacher, mais pour être sûr que personne ne puisse y toucher pendant que je décidais quoi en faire. Lucas et Chloé ne pouvaient plus venir me voir. Léa leur avait dit que grand-papa était devenu méchant et qu'il avait volé leur argent. Antoine avait changé les serrures de la maison du 19e, comme si j'avais l'intention de revenir. La maison où j'avais vécu pendant 40 ans, où Léa était née, où Martine était morte, où j'avais élevé les petits-enfants, m'était devenue inaccessible. Mais étrangement, elle ne me manquait pas. Ce qui me manquait ce n'était pas les murs, c'était la famille que je croyais avoir et qui, évidemment, n'avait jamais vraiment existé. Avec l'argent du gain j'achetai une belle maison à Versailles, à 5 minutes de Sophie. Une villa avec jardin, 3 chambres, une cuisine moderne et une vue magnifique sur le parc du château. Pour la première fois en 40 ans, j'avais une maison à moi, choisie par moi, meublée selon mes goûts. J'engageai aussi une bonne femme pour le ménage, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je pouvais me le permettre. J'achetai une Mercedes neuve, celle dont j'avais toujours rêvé mais que je n'avais jamais pu me permettre. Je voyageai à travers l'Europe, visiter les endroits que Martine et moi rêvions de voir quand nous étions jeunes. Mais la chose la plus importante que je fis fut d'ouvrir un fonds de bienfaisance pour les personnes âgées en difficulté. 4 millions de dollars destinés à aider des grands-pères qui, comme moi, avaient été abandonnés par leur famille. Le fonds s'appelait « Martine Dubois », en l'honneur de ma femme. 6 mois plus tard, je reçus une lettre de Camille, ma fille du milieu, celle qui vivait à Lyon et que je n'entendais plus depuis longtemps. Cher papa, j'ai appris tout ce qui s'est passé avec Léa. Je voulais te dire que tu as bien fait. Léa a toujours été gâtée, et peut-être qu'il était en que quelqu'un lui apprenne que les actes ont des conséquences. Si tu veux, tu peux venir nous voir à Lyon. Philippe et les enfants t'aiment, et notre maison est toujours ouverte. J'allai à Lyon le week-end suivant. Camille m'accueillit avec une longue étreinte sincère, ses enfants me sautèrent dessus en m'appelant grand-papa, Philippe me serra la main avec respect. Je me sentis à nouveau partie d'une vraie famille. « Comment va Léa ?» demandai-je à Camille pendant le dîner. « Pas bien. Elle a dû vendre la villa à Neuilly parce qu'elle n'arrivait pas à payer l'hypothèque. Elle est retournée vivre dans la maison du 19e, mais Antoine l'a quittée. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre avec une femme qui avait jeté son père dehors pour de l'argent. Et les enfants? Ils sont chez Antoine la semaine et chez elle les week-ends. Lucas continue de lui demander des nouvelles de Papy Pierre. Chloé a fait un dessin où vous êtes ensemble et l'a accroché dans sa chambre.
Cette nuit-là, dans le lit de la chambre d'amis de Camille, je pleurais pour la première fois depuis la mort de Martine. Je pleurais pour les petits-enfants que je ne voyais plus, pour la fille que j'avais perdue, pour la famille qui s'était détruite à cause de la cupidité. Mais je pleurais aussi de soulagement. De soulagement d'avoir découvert qui étaient vraiment les personnes autour de moi. De soulagement d'avoir appris, à 66 ans, que je ne dois pas accepter d'être maltraité juste parce que quelqu'un partage mon sang. 3 mois plus tard, pendant que j'étais dans le jardin de ma maison à Versailles en train de tailler les roses que j'avais plantées en mémoire de Martine, je vis une voiture s'arrêter devant le portail. C'était Léa, avec Lucas et Chloé. Les enfants me virent et se mirent à crier « Papy Pierre !» Papy Pierre, en secouant les barreaux du portail comme de petits prisonniers qui demandaient la liberté. Je m'approchai lentement. Léa avait maigri, elle avait les yeux rouges et un air fatigué que je ne lui avais jamais vu. « Papa, dit-elle, on peut parler. » J'ouvris le portail. Les enfants me coururent dans les bras et je les serrai fort, respirant leur parfum de biscuits et de shampoing pour enfants. « Vous m'avez tant manqué, leur chuchotai-je. »« Toi aussi tu nous as manqué, papy, dit Chloé. »« Maman dit que tu es fâché contre nous. »« Je ne suis pas fâché contre vous. » « Je ne pourrai jamais être fâché contre vous. » Léa s'approcha lentement. « Papa, j'ai fait une erreur. J'ai tout fait de travers. Je sais. Je ne voulais pas te jeter dehors. J'étais confuse. Tout cet argent, toutes ces décisions à prendre, je pensais que tu avais besoin de moins de responsabilités, de moins de stress. Léa, tu m'as dit que tu avais besoin d'intimité. Que tu voulais commencer une nouvelle vie. Ce n'était pas pour mon bien, c'était pour le tien. » Elle se mit à pleurer. « Tu as raison. J'avais la tête pleine de rêves stupides. Je pensais qu'avec tout cet argent on deviendrait différent, meilleur. Au lieu de ça on est devenu pire. L'argent ne change pas les gens, dis-je. Il les révèle. Papa, est-ce qu'on peut recommencer? Moi, toi et les enfants. » Je regardais Lucas et Chloé qui jouaient sur la balançoire que j'avais installée dans le jardin. Ils étaient si heureux de me voir, si innocents. Ils n'avaient aucune faute dans ce qui s'était passé. Les enfants peuvent venir ici quand ils veulent, dis-je. C'est leur maison autant que la tienne. Et moi? Tu dois regagner ma confiance, Léa. Pas avec des mots, avec des actes. Comment? En commençant à te comporter comme la mère que tu es et la fille que tu devrais être. En prenant les bonnes décisions, pas les faciles. Léa hocha la tête en s'essuyant les yeux. Je peux essayer? Tu peux essayer. Ce fut le début d'une nouvelle phase de notre relation. Léa commença à m'amener les enfants tous les week-ends. Au début c'était formel, presque gêné, comme si elle ne savait pas comment se comporter avec moi. Mais petit à petit nous commençâmes à reconstruire quelque chose. Nous ne redevînmes jamais la famille d'avant. Trop de choses s'étaient passées, trop de mots avaient été dits, trop de confiance avait été brisée. Mais nous construisîmes quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête. Une relation basée sur le respect mutuel au lieu de l'amour aveugle et des sacrifices non reconnus. Léa trouva un nouveau travail, plus modeste mais plus stable. Elle déménagea dans un appartement plus petit mais plus gérable. Elle commença à voir un psychologue pour comprendre pourquoi elle avait agi comme elle l'avait fait. Lentement, très lentement, elle devint la personne que j'avais toujours souhaité qu'elle soit. Moi, de mon côté, j'appris à être heureux pour moi-même. Je voyageai, je lus, j'écrivis, je rencontrai de nouvelles personnes. Je découvris que la vie ne finit pas à 66 ans, surtout quand on a les moyens de la vivre pleinement. Le fonds de bienfaisance, Martine Dubois, grandit et commença à aider des centaines de personnes âgées abandonnées par leur famille. Je recevais des lettres de remerciements de gens que je ne connaissais pas, des histoires de grands-pères qui avaient réussi à refaire leur vie grâce à notre aide. Sophie continua d'être la fille parfaite qu'elle avait toujours été. Marc la taquinait en disant qu'elle m'avait adopté définitivement, et il n'avait pas tort. Sa maison était devenue ma seconde maison, ses enfants étaient devenus les petits-enfants que je voyais le plus souvent. Camille venait de Lyon tous les 2 mois avec sa famille.
Nous avions rattrapé le temps perdu, les relations qui s'étaient refroidies à cause de la distance et des malentendus. Parfois, les soirs d'été dans le jardin de ma villa, en regardant le coucher de soleil sur le parc de Versailles pendant que Chloé me racontait sa journée d'école et que Lucas me montrait ses dessins, je pensais à comme la vie était étrange. Un ticket de loterie avait détruit ma famille, mais m'avait aussi sauvé. Il m'avait montré qui étaient vraiment les gens que j'aimais, m'avait appris à ne pas accepter d'être maltraité, m'avait donné la liberté d'être moi-même pour la première fois en 40 ans. Les 16 500 000 $ étaient encore là, en sécurité sur mon compte suisse. Je les utilisais pour bien vivre, pour aider ceux qui en avaient besoin, pour donner à mes petits-enfants tout ce qu'ils voulaient. Mais la chose la plus importante que cet argent m'avait donnée n'était ni le luxe ni la sécurité financière. C'était le respect. Le respect de moi-même et des autres. Parce qu'au final, voici ce que j'ai appris, tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur, tu peux tout sacrifier pour lui, tu peux lui consacrer toute ta vie. Mais si cette personne ne te respecte pas, si elle te tient pour acquis, si elle te traite comme un fardeau, alors cet amour ne vaut rien. Le vrai amour va dans les deux sens. Il est fait de respect, de gratitude, de reconnaissance. Il est fait de choix quotidiens, pas d'obligations familiales. Et parfois, pour sauver l'amour, tu dois être prêt à le perdre. Parfois, pour être un bon père, tu dois arrêter d'être un père sacrificiel. Parfois, 30 minutes suffisent vraiment pour tout perdre. Mais elles suffisent aussi pour se retrouver soi-même. Cette histoire a-t-elle touché votre cœur? Laissez un like pour Pierre et partagez dans les commentaires si vous avez déjà vécu une situation similaire en famille. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de courage et de rédemption qui changeront votre perspective sur la vie.